À chaque succès d'un ami, je meurs un peu. Cette phrase glaçante de Gore Vidal révèle une vérité universelle. L'envie est une émotion aussi répandue qu'inavouée. Elle surgit dans les moments les plus anodins, une promotion professionnelle, un compliment reçu, un réseau qui s'étend. Et pourtant, rares sont ceux qui admettent ressentir de l'envie. Encore plus rares sont ceux qui savent l'identifier chez les autres. Dans le chapitre 10 de Les lois de la nature humaine, intitulé « Méfiez-vous de l'ego fragile, la loi de l'envie », Robert Greene nous propose une plongée lucide dans cette passion très humaine. Il montre que l'envie, loin d'être marginale, est au cœur de nos dynamiques sociales. Elle prend des formes multiples, amitié empoisonnée, critique feutrée, sabotage sournois. Elle peut ruiner des relations, des carrières, voire des vies entières, lorsqu'elle n'est pas reconnue ou gérée. L'objectif de cet exposé est double, décrypter les mécanismes de l'envie et proposer des stratégies pour la désamorcer. Nous verrons tout d'abord comment l'envie fonctionne et pourquoi elle est difficile à déceler, avant d'analyser un cas historique qui en illustre les ravages. Nous apprendrons ensuite à en repérer les signes chez soi et chez les autres, et enfin à mettre en place des outils pour s'en protéger ou la transformer. L'envie est l'une des émotions humaines les plus anciennes et les plus universelles. Elle naît d'un phénomène psychologique fondamental, la comparaison. Dès l'enfance, nous observons les autres, et nous mesurons notre propre valeur à l'aune de leur qualité, de leur possession, de leur reconnaissance. Cette dynamique de comparaison produit deux réactions possibles, l'admiration, si l'autre est perçu comme un modèle stimulant, ou l'envie, si son succès nous met en défaut. Robert Greene rappelle que le mot latin invidia, racine de envie, signifie littéralement regarder avec hostilité. L'envie n'est donc pas neutre, elle mêle frustration, ressentiment et désir de nuire. Elle s'enracine dans un sentiment d'infériorité plus ou moins conscient, déclenché lorsqu'un autre réussit dans un domaine qui nous est cher. L'envie est une émotion socialement inacceptable. Elle contredit les idéaux de générosité, d'amitié sincère, de coopération. Reconnaître que l'on envie quelqu'un revient à avouer un manque, une fragilité, une blessure narcissique. C'est pourquoi elle est très rarement verbalisée. Greene insiste sur cette invisibilité. L'envie se masque. Elle peut se déguiser en critique objective, il n'a pas vraiment de talent, en faux soutien, je suis content pour toi, mais tu sais, ce n'est pas si impressionnant, ou encore en silence stratégique, ne pas relayer une réussite, l'ignorer ostensiblement. Cette dissimulation la rend d'autant plus toxique, car elle opère en souterrain. Le monde moderne, et notamment les réseaux sociaux, exacerbe les phénomènes d'envie. Les réussites y sont constamment exposées, voyages, promotions, corps parfaits, relations idylliques. Or, cette visibilité génère une multiplication des comparaisons, et donc une hausse de l'envie latente. Même entre amis proches, collègues, membres d'une même famille, les écarts perçus deviennent douloureux. L'envie se nourrit du sentiment que l'autre nous dépasse injustement, qu'il occupe une place qui aurait pu, ou dû, nous revenir. Elle fragilise les relations les plus intimes, notamment quand elle est niée. Greene souligne qu'il est essentiel d'oser nommer cette émotion pour éviter qu'elle ne se transforme en sabotage ou en haine déguisée. Mary Shelley, auteure de Frankenstein, est une femme à la fois brillante, célèbre et profondément marquée par la perte, décès successifs de ses enfants, marginalisation littéraire après la mort de son mari Percy Bysshe Shelley. Dans ce contexte émotionnellement fragile, elle se rapproche de Jane Williams, compagne de l'un des amis proches de Percy. Jane est jeune, séduisante, sociable, mais intellectuellement moins accomplie. Elle se lie d'amitié avec Mary, qu'elle admire tout en la jalousant. Robert Greene décrit le lent basculement de Jane. Au départ, elle cherche à imiter Mary, puis à s'en rapprocher, à s'y comparer, et enfin à la dépasser. Ce qui commence comme une amitié devient une rivalité souterraine. Jane commence à critiquer Mary auprès d'autrui, insinue qu'elle est froide, distante, voire égoïste. Elle exploite ses faiblesses émotionnelles pour prendre l'ascendant dans le cercle relationnel. Greene parle ici des « amis fatales », une personne qui, sous couvert de proximité, nourrit une envie profonde qui finit par nuire. Jane ne se voit pas comme une manipulatrice, elle se persuade que Mary mérite son isolement. Elle transforme son sentiment d'infériorité en ressentiment moral. L'envie devient ainsi un moteur de réécriture. Jane se positionne comme victime d'une amie injuste, alors même qu'elle orchestre sa mise à l'écart. Ce processus est typique, selon Greene. L'envieux se vit comme vertueux, parce qu'il se refuse à nommer son envie. Mary Shelley, déjà psychologiquement vulnérable, se trouve isolée et blessée. L'amitié devient empoisonnée. Jane, quant à elle, gagne une forme de reconnaissance sociale temporaire, mais au prix d'une trahison affective. Greene utilise cet exemple pour illustrer combien l'envie, lorsqu'elle n'est pas reconnue, contamine les relations les plus proches. La stratégie est claire, observer les signaux faibles, garder une certaine distance émotionnelle, et toujours se méfier des compliments ambivalents.
L'une des premières étapes consiste à identifier les manifestations internes de l'envie. Elle se manifeste par une irritation injustifiée à l'égard d'une personne qui réussit, par le besoin de relativiser ou de discréditer ses succès, ou encore par une forme de silence hostile. Des pensées telles que « ce n'est pas si mérité »,« il a eu des avantages que je n'ai pas eus » ou « c'est de la chance » sont des indices révélateurs. Green insiste sur l'importance de ne pas moraliser ces pensées, mais de les considérer comme des signaux d'un désir refoulé. L'envie est souvent une projection de ce que nous voudrions pour nous-mêmes, mais que nous n'osons pas poursuivre. En la reconnaissant, nous pouvons commencer à transformer cette émotion en moteur de croissance personnelle. L'envie ne s'exprime que rarement par une attaque frontale. Elle se manifeste plutôt de manière indirecte et souvent ambivalente. Parmi les signes à repérer: des compliments empoisonnés, tu as bien réussi, même si ce n'est pas trop mon style. Une attention excessive suivie de retrait, l'ami qui devient soudainement distant après un succès personnel. Des expressions non verbales, crispation du visage, absence de félicitations, soupir ou regard appuyé. Une ironie ou un sarcasme répété, masquant une amertume non dite. Green évoque aussi les comportements contradictoires, où une personne semble vous soutenir tout en semant le doute sur vos intentions ou vos compétences. L'élément clé est souvent l'ambiguïté. L'envieux entretient une confusion entre admiration et ressentiment. Certains profils sont plus enclins à développer une forme d'envie. Le collègue du même niveau hiérarchique qui vous voit progresser. L'ami d'enfance qui peine à sortir de sa zone de confort. Le supérieur insécure qui craint votre talent. Dans tous les cas, Green invite à ne pas répondre par l'attaque ou la moquerie, mais par la vigilance stratégique, limiter les confidences, éviter les démonstrations trop visibles de succès et rester ferme sans provoquer. Green recommande une posture d'humilité stratégique. L'idée n'est pas de nier ses réussites, mais de les présenter avec mesure. Mettre en avant les efforts, les difficultés rencontrées, ou la part de chance, peut désamorcer les jalousies. Il suggère de partager le mérite. Je n'aurais pas réussi sans l'aide de mon équipe, pour réduire l'impression de supériorité et atténuer les comparaisons menaçantes. De même, éviter de trop afficher ses succès, notamment sur les réseaux sociaux ou dans des cercles où règne insécurité ou rivalité, est une règle de prudence relationnelle. L'élégance discrète protège mieux que la démonstration constante. Face à un envieux déclaré ou soupçonné, Green recommande la vigilance. Cela passe par la réduction des confidences personnelles, l'évitement des provocations et la mise en place de limites claires. Il ne s'agit pas de rompre brutalement, mais de filtrer l'accès à ses informations sensibles, ses projets ou ses émotions. Il est aussi possible de détourner les critiques par une attitude désamorcée. Répondre par la bienveillance ou l'humour peut empêcher l'escalade. Il est souvent plus efficace de neutraliser un envieux par le calme que de tenter de l'exposer ou de s'en défendre frontalement. Green insiste sur un point clé: l'envie peut être retournée. Elle révèle un désir profond que nous n'osons pas affronter. Plutôt que de culpabiliser, il s'agit d'en faire un outil de développement. En identifiant ce que nous envions précisément chez l'autre, réussite, liberté, créativité, nous révélons une aspiration refoulée. En transformant cette frustration en objectif concret, nous nous reconnectons à notre propre pouvoir d'action. En travaillant notre estime de soi sur des bases internes, valeurs, progrès, cohérence, nous réduisons notre dépendance aux comparaisons. L'envie devient alors une boussole. Elle pointe ce que nous voulons devenir, à condition de la regarder en face et de la canaliser dans un effort constructif. Le chapitre 10 de Robert Greene nous invite à regarder en face une émotion que nous passons souvent sous silence: l'envie. Non seulement elle empoisonne nos relations quand elle est refoulée, mais elle peut aussi se retourner contre nous si nous ne la reconnaissons pas. Car plus l'envie est niée, plus elle agit en souterrain, au risque d'endommager durablement nos amitiés, nos collaborations, nos décisions. Mais Greene ne se contente pas d'un constat sombre. Il propose une voie d'émancipation, transformer cette émotion en lucidité. L'envie devient un miroir. Elle nous montre ce que nous désirons, ce que nous admirons en secret, ce que nous avons peur de viser. Elle devient alors un levier de transformation personnelle, à condition d'être observée sans honte ni jugement. Apprendre à détecter l'envie, chez soi comme chez les autres, c'est développer une forme d'intelligence relationnelle rare et précieuse. C'est sortir des pièges de la rivalité mimétique pour entrer dans une dynamique de progrès partagé. C'est surtout cultiver une posture d'humilité tranquille, de générosité consciente et de maîtrise de soi. Dans un monde saturé de comparaisons et d'illusions de réussite, savoir désamorcer l'envie n'est pas seulement une question d'équilibre intérieur, c'est un véritable art de vivre. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!